Voilà, bonjour à tous pour cette seconde séquence sur la signification du clivage gauche-droite. Donc, second entretien qui aujourd'hui va nous emmener directement au Brésil, puisque notre invité est Fabio Ferreira de Almeida, qui a été celui qui a ouvert le workshop donc, des 14 et 15 décembre, qui est donc professeur à l'UFG, mais ça je vais en parler dans peu de temps. Donc déjà Fabio, merci beaucoup d'être ici parmi nous. Merci à toi pour l'invitation. Merci, ça va nous donner l'occasion de voir ce que signifie le clivage gauche-droite au Brésil du point de vue d'un professeur qui se considère très concerné par la question politique. Il me semble en tout cas. Si. Donc, allez, on y va. Donc justement, je vais faire une petite présentation succincte de vous, Fabio. Donc, Fabio Ferreira de Almeida. Fabio est professeur de philosophie à l'UFG. L'UFG, c'est Université fédérale de Goiás. Goiás, qui est un État du Brésil, situé au centre-ouest du pays, à proximité de la capitale Brasilia, et dans la ville de Goiânia, une ville située donc près de la capitale. Fabio est docteur en philosophie depuis 2007. Il a réalisé sa thèse de doctorat en co-tutelle avec l'Université de Bourgogne, donc l'Université de Dijon, je pense, hein, Fabio? Oui, exactement. Ça, Dijon. Et donc, il est spécialiste de la philosophie moderne et contemporaine, première partie, mais aussi de la philosophie française. Il a par exemple écrit beaucoup sur des personnages tels que Gaston Bachelard, Henri Bergson, Georges Canguilhem, Michel Foucault également, et Alexandre Coiré. Donc une grande partie consacrée à l'épistémologie française, en grande partie. Voilà. Est-ce que Fabio, j'espère que cette présentation succincte était juste jusqu'à maintenant? C'est très exact. Bon, c'est parfait, on va continuer alors. Donc l'objectif va être maintenant de lancer, comme toujours, depuis le premier entretien, une série de questions générales, donc les questions aux auteurs, qui consiste à poser exactement les mêmes questions à tous les invités, et une deuxième partie qui sera consacrée, appelée questions à l'auteur, et qui sera consacrée à des questions plus particulièrement concernant l'invité. Et aujourd'hui, évidemment, notre intérêt, ce sera avant tout de comprendre la signification du clivage au Brésil, qui est évidemment une question très mal connue dans le public français en général. Donc, si vous êtes prêt, Fabio, nous allons commencer la première partie. On y va? On y va, oui. C'est parti. Je précise que Fabio n'est pas du tout au courant des questions qui vont lui être posées. Non, j'ai même insisté, mais il n'a pas voulu me les donner. Exactement. Allons-y. La première question, donc. Quelle expression résume le mieux le clivage gauche-droite selon vous? Ni fait, ni à faire, peut mieux faire, ou comment s'en défaire? Votre réponse. Bon, l'expression qui résume le mieux ces clivages gauche-droite. Bon, je comprends la question comme j'entends un présupposé à la question qui c'est un clivage de la gauche vers la droite et donc c'est justement ces passages qui a un sens, les vecteurs a un sens, il me semble, bien défini dans ce qui concerne à ces présupposés que j'entends à la question. Donc, si je dois choisir une de ces expressions que tu me proposes, Fabien, je choisirais je pense que je choisirais la deuxième, peut mieux faire, parce que je ne voulais pas, en réfléchissant comme ça, sans avoir un parti pris,
pour la gauche ou pour la droite, hein, mais voilà quoi, on pourrait passer de la gauche à la droite à gauche, dès qu'on ne dérape pas vers l'extrême droite. Les extrêmes, je pense que c'est toujours mieux à éviter. Donc, si je peux, je pense que je choisirais la deuxième option. D'accord, donc l'option peut mieux faire. Voilà. D'accord. Évidemment, ces questions sont toujours difficiles parce qu'elles supposent qu'on ait déjà plus ou moins une définition de gauche et droite. Voilà. Et c'est justement l'objectif de cet entretien, qui est un peu d'ailleurs sadique, c'est que pousser les interrogés à répondre à partir d'un mélange d'intuition et de définition implicite. Oui, Donc, oui. c'est le jeu. Hein. Je comprends bien que Fabio, vous allez un peu souffrir durant cet entretien, mais je pense que ce sera le cas d'à peu près tous les intervenants. Non, mais je pense que c'est une bonne démarche. Je pense que c'est bien fait comme ça. Bon, alors continuons alors. Deuxième question. Les partis politiques brésiliens qui suivent, je vais les citer, sont, selon vous, de gauche ou de droite, du centre-gauche ou du centre-droit, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Alors, il y a un grand nombre de noms de partis politiques brésiliens que je vais présenter pour les faire découvrir au public français. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de justifier en longueur toutes vos réponses, mais avant tout donner un classement, une classification à chaque parti. Voilà. D'accord. Mais est-ce que je peux dire deux mots avant? Bien sûr. Bien entendu que cette notion de gauche et de droite, elle doit être entendue avec les spécificités politiques brésiliennes dans ce cas. Hein? Absolument. Parce que la gauche, ce qu'on appelle au Brésil gauche, c'est pas forcément la même chose que vous appelez en France la gauche et la droite également. Et ça sera donc très intéressant de vous écouter pour voir comment vous, Fabio, associez un courant de gauche ou de droite à une idée, une idéologie ou à un parti politique. Voilà. Donc c'est pour faire un test. On va voir le résultat. Alors le premier parti, Avant. Alors je ne sais pas s'il faut traduire en avant ou avant en français, mais on dit Avant. Oui, Avant. C'est de droite. Alors centre-droit, extrême droite, droite générale. Droite générale, pas centre-droite, mais droite. Je mettrai dans la droite. Ouais. Très bien. Deuxième partie, DC ou démocratie aussi. Chrétienne. Ouais. Droite aussi. Droite pendant à l'extrême droite, parce que il y a certains représentants de ce parti qui ont des positions carrément extrémistes. Donc entre droite et extrême droite, si j'ai bien compris. Voilà. D'accord. Le MDB, Mouvement démocratique brésilien. Centre-droite. D'accord. Novo, qui se traduit par Parti Nouveau, je pense. Parti Nouveau, exactement. C'est de droite, comme la démocratie chrétienne, en pendant à l'extrême. Parce que tout de même, c'est le même cas à peu près. D'accord. PCB, Parti communiste brésilien. Gauche. PCdoB, Parti communiste du Brésil. Ce sera intéressant de comprendre avec vous la différence entre les deux partis. Exactement. Oui. Bon, les PCB, c'est les partis communistes brésiliens les plus traditionnels. Et après, avec tous les, comment dire, les clivages, les tensions internes à chaque parti, ça s'est passé aussi avec les partis de travailleurs, pas les PT, les partis travaillistes. C'est créé les PCdoB, mais c'est une dissidence du PCB, les PCdoB. D'accord. Je classifierais les deux comme des gauches. De gauche, d'accord. Le PDT, Parti démocrate travailliste, justement. Centre-gauche. Le PL, Parti libéral. Droite. Très bien. Droite générale. Le PMB, Parti de la femme brésilienne. Alors celui-là, c'est difficile parce qu'on n'en entend pas parler. Je sais que ça existe, mais j'aurais même du mal à les classifier. Mais je mettrais dans la droite, pour être généreux. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en général, la question féministe est une question qui est évidemment contemporaine dans tous les pays du monde aujourd'hui.
Et donc, apparemment, il est difficile de classer ce parti, ou vous le Oui, classez à droite, qui est en général plutôt original. Donc, on aura le temps d'y revenir. Hein, voilà, voilà. mais c'est original, en tout cas, déjà, comme réponse. Le PMN, Parti de la mobilisation nationale. Droite aussi avec certains traits d'extrémisme aussi. D'accord. Donc, comme le DC et comme Comme, comme les décès, Euro. comme les nouveaux. Les nouveaux, ouais. D'accord. Très bien. C'était la première partie. Deuxième partie. PP, progressiste. Ah, c'est les centres. C'est les centres général. Ça, Bon. c'est plus centriste que celui-là. Bon, je ne connais pas au Brésil. Ah, donc, c'est le centre du centre. Ouais, D'accord. le centre du D'accord. centre. PROS, alors Parti républicain de l'ordre social. Aussi centre. Mhm. Je dirais que c'est des centres. D'accord. PRTB, Parti rénovateur travailliste brésilien. Donc le deuxième Alors, parti travailliste dans la oui, liste. celui-là, je dirais que c'est de droite aussi avec un bon pied dans l'extrême droite. Alors qu'il contient le mot travailliste. Intéressant. Entends, ouais. Les mots, tu D'accord. sais. Exactement, exactement. On y reviendra justement, tous ces fameux mots. Oui. Mm. On fait beaucoup de choses. Le PSL, Parti social-libéral. C'est le parti de l'actuel président du Brésil, Jair Bolsonaro. Hein, pour les... L'ancien parti de L'ancien parti, Bolsonaro, oui. ouais, Ouais. c'est les partis pour lesquels il s'est élu président. Donc, pour ça, à cause d'autres représentants de ces partis, d'autres députés, d'autres, euh, je tendrais à le mettre à l'extrême droite. Mais après la sortie de Bolsonaro et la sortie des quelques autres qui l'ont suivi dans ces partis, c'est ce qu'on appelle, ça c'est ces cas typiques des partis qu'on appelle au Brésil les partis alloués. Tu vois, Oui. partis, est-ce qu'on comprend si je dis comme ça? C'est des Ah, sigles partidaires qu'on prend comme ça à l'occasion et on abandonne n'importe comment. Donc, je pense que ça a été le cas en 2018 pour les PSL. Tous les extrémistes de droite qui ont suivi Bolsonaro sont allés dans ces partis et la majorité ont déjà quitté le parti. Tu vois? alors c'est intéressant. Et Est-ce que donc, c'est pour moyen... ça assume une coloration plus à droite, mais ayant cet historique-là qu'il faut tenir compte, à mon avis. D'accord. Est-ce que ça correspond plus ou moins à ce qu'on appelle en portugais physiologismo Si les ou physio- oui, pegadulismo? Oui, c'est le physiologisme, mais PROS, c'est pareil, PRTB, c'est pareil, mais toujours avec cette tendance à la droite, voire à l'extrême droite. Donc ça correspond plus ou moins à ce qu'en français on appellerait les partis attrape-tout, qui sont des Voilà, partis en fait basés avant tout sur des personnes. C'est un sauf, concept qui avait été créé par Mannerheim, Hmm, je crois. Et bon, exactement, ça, d'accord. exactement. Très Attrape bien. tout, mais sauf la gauche, hein, sauf les causes plus sociales, Oui. malgré les noms qui figurent parfois dans les titres. Mhm. D'accord. Oui. Comme travailliste, exactement. Voilà. PSDB, Parti Oui, de la social-démocratie brésilienne. ouais. Encore une fois, malgré les noms, je pense qu'il y a peu de gens qui ne seraient pas d'accord avec moi que c'est un parti des centres maintenant. Mhm. Pardon, des centres, non, de droite. À de droite, d'accord. De droite. Mhm. PSB, alors petite nuance, Parti socialiste brésilien. Brésilien, c'est des gauches, je dirais, des gauches. D'accord. Centre-gauche plutôt. Centre-gauche. Mhm. Voilà. PSC, Parti social chrétien. Droite. Droite avec les caractéristiques physiologistes Oui. dont on a parlé pour le PSL. Oui. Physiologiste, hein, donc pour le public français, ça veut dire plus ou moins qu'il repose avant tout sur des personnes et pas sur des idées, plus ou moins. Exactement, c'est ça. Le PSD, Parti social-démocrate, donc une petite nuance par rapport au PSDB. Ouais. Je dirais que c'est des centres. Comme le PSDB. Ah non, PSDB c'est droite. Hein. Ouais, c'est droite, ouais. Je mettrais au centre. D'accord. Alors, PSO, comment dire en
portugais, parce que Sol, c'est le soleil en portugais, donc Parti Socialisme et Liberté. Socialisme et Liberté, je pense que c'est de gauche. Le plus à gauche, tout comme les partis communistes et les partis communistes, parti communiste brésilien et les partis communistes du Brésil. Je pense qu'ils ont à peu près les mêmes programmes, les mêmes idées. D'accord. PSTU en portugais, donc Parti Socialiste des Travailleurs Unifiés. Oui, ça, ce serait l'un des seuls partis, je ne sais pas si tu vas inclure les deuxièmes, qui peut-être on pourrait classifier comme des gauches avec un penchant à l'extrême gauche. D'accord. D'accord, c'est le premier donc, dans la liste. Les premiers, ouais. Et donc la dernière couche de partis politiques brésiliens, donc le PT, que j'ai traduit par Parti des Travailleurs, je crois. C'est pas travailliste, c'est des travailleurs, je crois bien. Oui, des travailleurs, c'est très bien. Ouais. Donc c'est parti de l'ancien président brésilien, le fameux Lula, donc Inácio Silva, et aussi Dilma Rousseff. Exactement. C'est les partis qui a été fondé par Lula, Dilma Rousseff et tout. Et c'est les partis encore de Lula, donc ça a toujours été son parti, c'est son seul parti. Et je le mettrais dans la centre-gauche. D'accord. PTB, Parti travailliste brésilien. Pareil, centre-gauche. Donc encore une fois, une petite nuance dans le titre, mais bon. Voilà. PTC, Parti travailliste chrétien. Ce parti, tout comme les partis des femmes, je ne connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça doit être de droite. C'est de ces partis comment tu avais dit, attrape-tout, c'est ça? Attrape-tout, c'est plutôt en fait qui s'adapte en fait à plusieurs idées quasiment incompatibles. Voilà, c'est ça. Je pense. Plutôt... Et surtout si on pense au titre, c'est exactement ça. D'accord, oui, je comprends. Le PV, Parti vert. Les partis verts, voilà, a une nuance, par exemple, entre la politique brésilienne et la politique française, parce que les partis verts, à mon avis, seraient plutôt, et surtout aujourd'hui au Brésil, un parti des centres, avec un petit penchant à la gauche, mais c'est surtout un parti du centre. D'accord. Republicanos, donc républicains. Ouais. C'est des droites. Je mettrais à la droite en général. Je ne ferai pas la remarque tendant à l'extrême droite, même si il y a des gens dont je pense qu'un des fils de l'actuel président Bolsonaro qui sont affiliés à ces partis. Mais comme il y a quand même dans les Brésil d'autres représentations, je pense qu'on peut dire que c'est la droite générale. D'accord. Patriota, donc patriote. Oui, pareil que Républicains, avec cette petite nuance-là. C'était la droite plus en s'approchant de l'extrême droite, plus attirée par l'extrême droite, mais encore droite. Alors, Podé, donc ce serait plus ou moins. Alors, c'est Podemos en portugais, donc j'ai maintenu le terme portugais pour pouvoir faire la comparaison avec le parti espagnol. Franchement, je ne connais pas, Fabien, je dois être honnête, mais celui-là, je ne connais pas, je ne sais pas dire. C'est un parti de faible audience. Ouais. Ça, il y en a d'autres que je connais peu, mais dont j'avais déjà entendu parler et j'avais déjà pu sentir à peu près leur idéologie, on va dire. Mais celui-là, je ne les connaissais pas, franchement. Là, tu m'apprends un truc. D'accord. Rede. Donc, Rede qui veut dire réseau en portugais. Oui, donc, réseau exactement. de durabilité. Durabilité, donc sustentabilidad. Sustentabilidad. C'est la centre-gauche, je dirais, un peu.
comme les PT et les PDT. C'est un parti qui commence à devenir très important dans les camps démocratiques, et je dirais que c'est plus de centre-gauche. Et c'est plus ou moins le second parti écologiste du Brésil? Exactement, ouais. D'accord. Il a été fondé par une personnalité relativement connue, c'est Marina Silva. Elle a été candidate 2 fois à la présidentielle. Donc, c'était donc une dissidence du PT, la Rede aussi, tout comme les PSOL, le Parti Socialisme et Liberté. Ce sont des dissidences du PT. Il a été fondé par elle. Il prend des causes écologiques. C'est c'est le principal aspect de son programme. Donc le PV existe indépendamment de Rede. Indépendamment d'eux? Oui, Rede. si, hein, oui. D'ailleurs, PV, il y a une plus longue histoire que Rede. Rede, c'est plus récent. D'accord. Solidaridad, donc solidarité. Malgré les noms, c'est des droites. C'est des droites aussi. D'accord. Union, donc Union Brésil. Ouais. Union, là, il y a un petit truc dans ça. Parce que l'Union Brésil, en fait, c'est les résultats de l'union, justement, du PSL, qui n'existe plus, avec un parti qui s'appelait Democratas, les DEM. Donc, ils se sont rassemblés, ils sont donnés à Union. Donc, c'est la droite avec une forte tendance à l'extrême droite. D'accord. Et pour terminer, UP, Unité Populaire. C'est comme les PODEL, hein. Je ne les connaissais pas. J'avais déjà entendu parler, mais je ne peux rien te dire sur ce parti-là, et je ne veux rien dire d'après son titre, son nom, parce que ça veut dire peu de choses en fait. C'est sûr, c'est sûr. Bon, voilà, c'était donc la fin de la deuxième question, assez longue, mais qui a permis de vous faire un parcours de l'horizon des partis politiques brésiliens, en tout cas. Voilà. La question numéro 3, pardon. Il te permet aussi de voir à peu près comment je vois les choses, parce que selon tes invités, j'imagine, toutes ces classifications que je t'ai données ne vont pas coïncider, je pense. Exactement, tous les invités n'auront pas les mêmes interprétations des mots gauche-droite, donc c'est l'intérêt de pouvoir comparer ensuite les... Tu vas pouvoir faire les nuances, comment on comprend la gauche, la droite, surtout au Brésil. Exactement. Voilà. La question numéro 3. Associer à la gauche ou à la droite les idéologies politiques suivantes telles qu'elles sont appliquées au Brésil. Donc l'idée, c'est de proposer ici un ensemble d'expressions politiques ou d'idéologies. Et c'est à vous donc d'associer ces termes à la droite ou à la gauche en fonction de la vie politique brésilienne. Ok. Le nationalisme. Au Brésil, les nationalismes, ça encore a des nuances parce que la centre-gauche et la gauche brésilienne sont nationalistes aussi. Mais si on dit les mots nationalisme actuellement au Brésil, on pense immédiatement à la droite, voire à l'extrême droite. C'est un nationalisme très particulier, hein, mais bon. Comme en France, donc. Ouais. L'écologisme. À gauche, ça c'est dire à gauche, sans hésiter. D'accord. Le féminisme. Pareil, gauche, sans hésiter aussi. Le capitalisme. Je dirais que c'est là que les mots capitalisme, ça prend plutôt la centre-gauche, la centre-gauche brésilienne. Centre-gauche. Ouais. D'accord. La laïcité, alors sécularisme en portugais. C'est une question, tu sais bien que c'est une question très compliquée au Brésil, mais si on prend sans poser plus de développement, je dirais que c'est la gauche. C'est un drapeau de la gauche, on va dire.
Le populisme. Euh, les populismes, ça prend, à mon avis, ça prend tous les spectres dès la centre-gauche en se radicalisant au fur et à mesure qu'on s'approche de la droite et de l'extrême droite. Donc ça touche la gauche, le centre et la droite? Ou... Ça prend la centre-gauche, Ah. ou le centre-gauche ou la centre-gauche? Le centre-gauche, le Le centre-gauche. centre-gauche, ouais. Le centre-gauche, les partis des centre-gauche ont cette caractéristique, mais ces populismes, ils se radicalisent, il devient plus explicite, et plus présent au fur et à mesure qu'on s'approche de la droite, de la droite ou de l'extrême droite. D'accord. Le conservatisme. C'est de la droite et de l'extrême droite au Brésil. Le progressisme. C'est de la gauche, le centre-gauche, la gauche. Mais je peux reconnaître ces progressismes aussi dans la centre-droite aussi. D'accord, le centre donc. Le libéralisme. Oh, la droite. D'accord. Et enfin, l'anarchisme. Il n'y en a pas. Si au Brésil, au moins, il n'y en a pas, c'est pas une question que se pose. C'est inapproprié. Ça n'appartient pas au débat politique brésilien. Et surtout, si on se met dans le registre, si on prend ce débat, ou si on met ce débat, si on accorde le débat avec les partis, hein, si on veut être réaliste dans le débat politique, l'anarchisme n'a pas de place. D'accord. Question numéro 4. Que signifie l'expression ni gauche ni droite selon vous, Fabio? Une troisième voie indépendante de la gauche et de la droite, en partie de gauche, en partie de droite, ce qui ferait un grand centre, centrão, comme on dirait en portugais, une position apolitique, une position d'extrême gauche ou une position d'extrême droite. Là encore, Fabien, j'aurais du mal à choisir parce que, bon, non, mais je vais me mettre dans les registres du débat, sortir un peu du débat trop théorique et essayer de réfléchir à ta question selon justement la configuration politique actuelle, en tenant compte aussi les partis. Donc, cette expression ni gauche ni droite, je dirais que c'est une expression apolitique, hein, voire d'extrême droite. Donc apolitique et parfois partie d'extrême droite. Ouais, mais si je dois choisir qu'une option, je choisirais la politique, la troisième option. D'accord. Question numéro 5. Que signifie l'expression de gauche et de droite selon vous? La nouvelle gauche, ou alors ce qu'on appelle aussi dans le contexte européen et américain la nouvelle troisième voie de Giddens, Anthony Giddens, Tony Blair ou Clinton. Rien, parce que c'est une contradiction dans les termes. Une position non démocratique, voire une idéologie de type totalisante. Une position partiellement de droite et partiellement de gauche, un grand centre, autrement dit, ou alors un discours démagogique. J'hésiterais entre la deuxième et la dernière option, parce que d'emblée, ça me semble une contradiction dans le terme, mais je vais répondre, je veux choisir la dernière, un discours tout simplement démagogique. D'accord. Question 6. Ce qui est à gauche de la droite, ou alors ce qui est à droite de la gauche, et de centre-gauche, de centre-droit, de droite, ça dépend.
ce qui est à gauche de la droite et à droite de la gauche, Oui. moi je dirais, je dirais que c'est dans le centre, hein, puisqu'on a, on a pris, on a pris cette dénomination pour classer les partis politiques. Moi je dirais que ça fait un centre, un grand centre. Ouais, c'est aussi une particularité brésilienne. C'est centrant, comme on dit ici, c'est un grand Oui, centre. centrão. Oui, alors pour Voilà. les francophones qui ne parlent pas portugais, centrão, Ouais. quand on termine par on, ça veut dire que c'est quelque chose de grand. Donc Ouais. centrão, c'est le grand centre, un très Ouais. grand centre, qui absorbe beaucoup de choses. Avec un petit accent péjoratif. Hein. Oui, C'est un peu oui, péjoratif. oui. D'accord. Question numéro 7. Que connote le mot extrême, politiquement parlant? Quelque chose de dangereux, d'irrationnel, de radical, sans compromis ou pur? Alors, je dirais que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux parce que je pense qu'il y a des idées démocratiques qui peuvent et quelques-unes doivent être radicales, sans compromis pur. Moi, je vois pas ça dans le débat politique. De l'irrationnel, souvent il y a beaucoup de rationalité, même trop de rationalité. Donc, les positions extrêmes sont, pour moi, tout simplement dangereuses. Mhm. Question 8. Que connote le mot centre, on y revient, Mhm. politiquement parlant? Quelque chose de modéré, rationnel, hésitant, qui admet les compromis ou lâche. Lâche avec un accent circonflexe, c'est-à-dire quelque chose de large, hein, de très Ouais. ample. Très ample. C'est pas lâche dans le sens, parce que je dirais lâche Non è dans covarde, la, no. No, è dans la- amplo, amplo. euh, euh, il y aurait lâche dans l'autre sens, j'aurais pris, D'accord. mais Je vais rajouter une autre donc réponse possible. j'aime bien admettre les compromis, donc Qui admet les compromis, d'accord. voilà, voilà, Voire les compromissions. voilà, exactement. Merci. Mhm. D'accord. Question numéro 9. Alors, José Ortega y Gasset a dit la chose suivante à propos du clivage gauche-droite. Être de gauche ou être de droite, c'est choisir une des innombrables manières qui s'offrent à l'homme d'être un imbécile. Toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale. Alors, comment faut-il comprendre cette affirmation de Ortega y Gasset selon vous? On devrait être de gauche et de droite à la fois, selon l'auteur. On ne peut pas échapper au clivage, donc nous sommes tous des idiots. Le clivage gauche-droite n'a pas de sens. Cette citation est simplement l'expression d'une provocation rhétorique, ou alors je ne comprends pas ce que cette citation veut dire. Non, je pense que je comprends bien ce que cette expression veut dire. Il y a un connaissant à Ortega y Gasset qui a été bon. On sait bien dont les discours extrémistes se sont accaparés, au Brésil au moins. Moi, je comprends cette citation prise comme ça, détachée comme ça, comme une provocation. Je dirais simplement, parce que simplement me dérange un peu, mais je pense que c'est une provocation que pousse à la réflexion sur ce que ça veut dire droite et gauche, surtout actuellement. Donc, je choisirais cette option-là. Peut-être, si je peux me permettre, en supprimant ces simplement. Je dirais que cette citation est une provocation, l'expression d'une provocation, et comme telle, c'est le côté un peu polémiste de Ortega y Gasset qui nous pousse à la réflexion. Donc une provocation rhétorique qui aurait pour but de faire réfléchir les gens sur voilà, le sens de gauche et droite. Voilà. Alors, petite précision, vous avez dit que ce Ortega y Gasset, la référence est beaucoup accaparée par les extrêmes au Brésil. Alors, de quel extrême s'agit-il?
l'extrême droite, hein, Ah, les discours d'extrême droite, ceux qui sont plus éclairés, hein, parce que l'extrême droite au Brésil, elle est très bête, mais il y a des gens qui lisent et qui, bah, si je peux te donner une référence, Carvalho, ce que tu dois connaître, qui vient de oui. mourir, Alors, c'est Olavo de et Carvalho, hein, par ceux qui ne Olavo de connaissent pas le Carvalho, le Brésil. Olavo de soi-disant Carvalho. philosophe Ouais, de l'extrême ouais. droite brésilienne, le citait beaucoup, par exemple. D'accord. Oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, Olavo de Carvalho, c'était considéré comme le gourou, plus ou moins, en fait, du Exact. gouvernement de Bolsonaro actuel, qui avait une formation d'astrologue et qui, peu à peu, en fait, s'est intronisé comme philosophe à travers des lectures personnelles. Il Oui, a fait un blog ou il a fait une émission sur YouTube qui avait pour but, en fait, de attaquer plus ou moins la gauche brésilienne et il est mort récemment. récemment, récemment, ouais. Il y Parce a que ça fait... une grande œuvre, si on se souvient bien des mouvements de 2016 et même les manifestations de 2018 pour pro-Bolsonaro, un des mots d'ordre, si je Oui, peux c'est dire ça, comme ça, slogan. Mhm. un des slogans, c'était Olavo a raison. Olavo a D'accord. raison. Donc, pour te dire comment les partisans ou ceux qui s'y croient partisans des idées d'extrême droite prennent les choses au premier degré, Oui. absolument. C'est intéressant parce qu'en fait, la référence de Ortega y Gasset n'est pas vue en France de la même manière, en tout cas Hmm. pas en général, parce Si, que je c'est qu'il sais. y avait quelqu'un qui, par exemple, avait été cité par Raymond Aron. Raymond Si. Aron avait cité Ortega y Gasset et Raymond Aron Mhm. n'est pas reconnu comme un inspirateur de l'extrême droite, loin de là. Oui, Donc c'est mais c'est intéressant quand même de... un penseur qui est lié à une pensée libérale et plutôt de droite, non? Absolument, absolument. Oui, oui. Mais c'est intéressant la façon de voir comment les Brésiliens, par exemple, quelle partie du spectre brésilien utilise Ortega y Gasset, c'est avant tout les extrémistes. Alors Si. que Aron était reconnu comme un centriste libéral Ouais, en France. exactement. Donc c'est intéressant de voir la différence. Mais avec cette précision, cette utilisation est toujours peut- très orientée. Hein. Je ne veux pas dire que c'est des gens qui connaissent la pensée de Ortega y Gasset ou d'autres philosophes importants, hein, au nom duquel ils parlent et qui revendiquent. Tu Oui, comprends? oui, oui, bien Donc, sûr, bien sûr. donc, ils trouvent des références chez Ortega y Gasset, ils s'adonnent à leur discours en, en gage de confiance, de sérieux, tu vois, Mhm, c'est ça. Donner de la crédibilité à un discours, de la c'est ça. crédibilité, voilà, Oui, oui, exactement. d'accord. Mhm. Alors, la question suivante, on passe à Gilles Deleuze. Gilles Mhm. Deleuze a dit ceci sur le clivage gauche-droite. Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. Qu'en pensez-vous? Ah bah, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je prends cette définition ces passages des pourparlers, non, non, de l'abécédaire, c'est dans l'abécédaire Oui, qu'il dit ça, justement pour définir d'une façon plus précise ce que c'est pour moi être de gauche. Moi, je suis tout à fait d'accord et bon, j'ai souscrit, je pense que je peux dire que je souscris, si je peux me oui, bien permettre. sûr. Donc, c'est une citation très bien choisie pour faire Ouais. un entretien avec Fabio. Je pense, ouais, C'est je te parfait. remercie. Question numéro alors 11, pas 10. Quels scientifiques, chercheurs ou spécialistes en général sont les Mhm, plus compétents selon vous pour traiter du clivage gauche-droite? mhm, Les philosophes, les politologues, scientistas politicos, mhm. les historiens, les psychologues ou les sociologues? Bah, je dirais à peu près tous. Hein, je dirais à peu près tous ont euh, leurs compétences spécifiques parce que c'est un thème, à mon avis, très large Oui. et très nuancé et très compliqué. Donc, je pense que si on veut penser en philosophe sur cette question, on ne peut pas s'en passer des travaux des politologues, des historiens, des sociologues et même des psychologues.
Donc, je dirais à peu près tous. Mais si, pour me mettre dans un registre là, en prenant des références très précises comme les partis politiques Oui, pour réfléchir à la question, je dirais que les sociologues auraient, et peut-être les politologues auraient plus à dire sur ce clivage. Ils nous aideraient plus à réfléchir sur cela. d'accord, d'accord. Question 12. Quelle est la valeur principale visée par le clivage gauche-droite? Le bien, la vérité, le juste, le pouvoir ou le civisme? Je dirais, je dirais le civisme. Bon. Justement, je peux expliquer pourquoi, parce que Mhm. ces questions trop générales, ces concepts trop généraux comme le pouvoir, du juste, la vérité, et encore on n'en parle pas, il est bien aussi, je pense que nous amènerait pas loin hein, sur cette question. Et je pense que le civisme, justement, parce que ça a à voir avec la vie de notre société et de l'État dans lequel on vit, sous les règles desquelles on est obligé de Ouais. voter, de choisir et tout ça. Donc, je pense que c'est le civisme, c'est la valeur, disons, principale hein, Mhm. D'accord. pour la question. Mhm. Question numéro 13. Alors, question personnelle. Donc, vous considérez-vous, oui ou non, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre gauche, de centre droit ou centre droite, ou cela ne regarde que moi? Non, 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 je me considère quelqu'un de gauche. Je ne dirais pas Bon, d'extrême gauche, mais je suis quelqu'un de gauche. Avec d'accord. Merci pour la réponse. Question 14. La relation entre la gauche et l'extrême gauche, ou la relation entre la droite et l'extrême droite, est Mhm, selon vous une relation de genre à espèce, comme le chien et le caniche par exemple, mhm, de simple à double, des mhm, proportions, mhm. de chat à chien, À voir. ou une relation indéterminée? Moi, je dirais que c'est une question de simple à double. Hein. C'est un passage c'est une question de Quantitatif. degré, de degré. Oui. Je Oui. dirais que ça. Je dirais ça. D'accord. Très bonne réponse. Claire en tout cas. Question numéro 15. Quelle est selon vous la meilleure représentation de l'espace politique en termes topologiques, hein? Mhm, La ligne continue, donc c'est la version classique, ligne mhm, continue. Le fer à cheval, donc c'est le symbole de mhm, Jean-Paul Feiss, mhm. pardon. Le jeu d'échecs, aucune représentation en particulier, ou cela dépend du contexte historique. Euh, je dirais que forcément, ça dépend du contexte historique. Hein. Cela dit, actuellement, euh, je, les jeux d'échecs, ça me paraît bien aussi. Mais, euh, mais je pense que surtout, ça dépend du contexte historique. Et on peut pas ne pas prendre en compte les contextes historiques, les spécificités de chaque époque et pour réfléchir sur l'espace politique et surtout sur la question qui nous concerne aujourd'hui, cet clivage droite-gauche. Hein. Mhm. Mais bon, d'une façon plus générale, je pense que le jeu d'échecs aussi, c'est toujours une question d'anticiper. Ce qui me fait, ce qui m'attire sur cette représentation du jeu d'échecs, c'est les côtés pragmatiques. Hein. Le Oui. pragmatisme, je pense qu'il faut tenir compte aussi, hein, parce que
Mais bon, je resterai, si tu me permets, entre les deux, entre les jeux d'échecs, mais en tenant compte du contexte historique, évidemment. Oui, les deux réponses sont compatibles, évidemment. Voilà. Bien sûr. Ben, merci déjà pour cette première partie. Donc, c'était les réponses aux questions que tous les intervenants doivent répondre. Donc, maintenant, on va poser des questions. On va entrer sur un terrain plus local, on va dire, donc le terrain du Brésil, Oui. pour essayer de comprendre exactement, à travers des questions, ce que peut signifier la distinction gauche-droite dans le contexte brésilien. Alors, évidemment, je donnerai quelques petites précisions aux observateurs français qui ne connaissent pas bien le Brésil, si besoin est, puis sinon, évidemment, libre à vous de répondre à toutes les questions. Okay. Donc, il y aura 6 questions à venir. La première question, donc, le clivage gauche-droite brésilien repose-t-il avant tout sur des idées ou sur des personnes? Au Brésil, surtout, les personnalismes est très présent. Hein. Donc, les personnes sont très importantes. Il suffit de prendre l'exemple de Lula, par exemple, qui pour moi, c'est un homme politique de centre-gauche, mais qui est pris en général comme quelqu'un de gauche, voire d'extrême gauche pour certains. Mais sous cette élection des personnalités, de certaines personnes, je pense qu'il y a des idées aussi que se forment, et qui souvent ne s'en rendent pas compte. Hein. Moi, je ne méprise jamais les idées. Hein. Je pense que les idées, c'est quelque chose dont on peut pas s'en passer, même dans le débat politique. Donc, si je dois répondre objectivement à ta question, moi, je dirais que je dirais pas que c'est surtout, c'est avant tout, ouais, ça repose avant tout sur des idées. Oui, même si on s'en rend pas toujours compte. Mais tel que vous voulez voir la vie politique ou tel que la vie politique se manifeste au Brésil? C'est ça la question en fait. C'est que comment la vie politique fonctionne réellement ou comment vous voudriez qu'elle fonctionne? Non, comment elle fonctionne vraiment. Comment elle fonctionne, sur des idées avant tout. Donc. D'accord. Non, oui, non, pas dans la projection, dans ce que j'espérais, mais en tête qu'elle fonctionne vraiment. D'accord. Donc le mot personnalisme a été utilisé. Je précise personnalisme, c'est plus ou moins physiologisme. C'est plutôt en fait l'idée selon laquelle un courant repose sur une personne ou un charisme. Voilà. Comme De Gaulle en France, par exemple, ou Getúlio Vargas au Brésil et Lula. D'accord. Exactement. Question numéro 2. Y a-t-il une droite ou des droites dans le Brésil actuel? Ah non, il y a des droites, il y a plusieurs droites. Il y a une extrême droite qui ont même une représentation partidaire. Il y a des personnes, puisqu'on en a parlé dans la question précédente, il y a des personnes qui défendent clairement des positions d'extrême droite et qui néanmoins représentent des partis, sont parfois affiliés à des partis de centre ou de droite dans le sens plus général, mais qui ont des partis pris très, très clairs et très identifiables à l'extrême droite. Donc il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs. D'accord. Question numéro 3. Existe-t-il une nation brésilienne et quel doit être l'objectif central de la gauche brésilienne selon vous? Cette idée des nations, je pense que c'est compliqué pour moi. J'ai un peu de mal avec cette idée de nation. C'est dans le sens conservateur du nationalisme. C'est comme ça qu'on dit conservateur ou Conservateur, oui. Conservateur c'est le sens conservateur du mot nationalisme. Hein.
Donc, ça ne m'intéresse pas, cette idée de nation brésilienne, ça m'intéresse plus les pays. Hein. Je pense que c'est qu'il y a un pays et que donc ça veut dire des diversités énormes, des différences de plusieurs niveaux, donc beaucoup plus compliqué que cette notion de nation parfois veut être. Et l'objectif central de la gauche brésilienne, en me mettant en prenant comme référence justement les contextes politiques actuels et pensant surtout aux partis politiques, moi je pense que c'est, et surtout au Brésil, c'est posé un programme très clair qui vise en première place à surmonter les inégalités sociales, ça veut dire les différences entre niveaux de vie dans la société brésilienne. Je dis ça dans une perspective presque idéaliste, hein, mais s'engager à ça, s'engager à surmonter les déficits éducationnels qu'on a, que c'est énorme, hein, donner une place plus importante à l'État. Hein. L'État doit intervenir d'une façon plus ferme, surtout en ce qui concerne des questions comme l'éducation, comme la santé, justement pour essayer de diminuer les inégalités sociales. Et question présente, hein, et surtout en tenant compte du rôle du Brésil à l'heure actuelle à ce propos-là, avoir une attention aux problèmes écologiques. Hein. On ne peut pas passer outre à cette question, surtout si comme moi, si on veut se reconnaître comme quelqu'un de gauche. En général, je dirais ça. Les objectifs sont centrales de la gauche brésilienne. Je ne vois pas ça très présent dans les discours, surtout des partis plus en condition d'assumer les pouvoirs, qui ont une représentativité plus importante, mais je pense que c'est l'idéal pour la gauche au Brésil. Question numéro 4, un peu plus longue. Alors, un courant de pensée a pénétré la gauche brésilienne et française, qu'on appelle le wokisme, ou alors la gauche intersectionnelle, qui revendique la lutte contre les oppressions de toutes les formes de minorités, et en particulier les minorités ethniques et sexuelles, LGBT par exemple. La valeur centrale de cette gauche est-elle l'inclusion de nouvelles identités sexuelles, identités ethniques, ou alors est-ce encore la lutte contre l'inégalité économique? La question dit qui revendique la lutte contre les oppressions de toutes formes de minorités. Je vois mal comment les minorités peuvent exercer une quelconque sorte de oppression. Non, la question était mal formulée. Peut-être que je comprends mal aussi. Oui, c'était ma question qui est mal formulée en fait, je pense, Fabio. C'est la lutte contre toutes les oppressions contre les minorités ou infligées aux minorités. Ah si, infligées aux minorités. Qui était mal, d'accord. exprimée. Oui. Oui, non, mais oui, je pense que toute forme d'oppression et toute violence
ces minorités historiquement ont souffert doit être combattu. Je ne sais pas si ça, ce que tu appelles la gauche intersectionnelle, c'est ça qu'elle a en vue, surtout. J'accompagne un peu ce débat au Brésil et en France aussi, mais je serais pour, et surtout étant donné maintenant que je me suis défini comme quelqu'un de gauche, je pense que ces oppressions doivent être combattues et les politiques doivent être mises en place pour justement essayer de surmonter ces inégalités. Hein. Donc, la valeur centrale ça rentre dans ce que je t'avais dit avant, hein, le programme des gauches, c'est justement de surmonter ces inégalités et essayer d'inclure ce qui a été surtout injustement exclu de la vie politique, des décisions, de la vie sociale, je dirais même, hein, et des décisions politiques historiquement. D'accord. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma Si, mais la question réponse. aussi était difficile peut-être. C'est-à-dire que c'était des questions difficiles qui divisent la gauche actuelle en France en grande partie, sur la question de savoir si le problème central de la gauche doit rester avant tout la lutte des classes contre l'inégalité économique, ou alors si elle doit aussi introduire la question de la reconnaissance des identités, des minorités ethniques, religieuses, sexuelles. Alors la question des minorités religieuses est beaucoup moins importante au Brésil parce que c'est le christianisme qui est largement prédominant dans ce pays. Mais la question des minorités ethniques, évidemment, est importante puisqu'il y a une grande population noire au Brésil qui n'a jamais été reconnue comme telle en fait, depuis la fin de l'esclavage et qui a toujours en fait, subi, comme vous l'avez dit, un problème d'éducation et de formation générale et puis de logement. C'est-à-dire que les favelas sont en grande partie en fait, des constructions pour les Noirs qui avaient été affranchis de l'esclavage. Donc, une question de minorité et de prison. Donc, une question de minorité ethnique, avant tout, en fait, affirmée ici. Et les minorités sexuelles, la question de la reconnaissance des nouvelles identités sexuelles, transgenres ou LGBT, qui va au-delà de la question de la lutte des classes, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de lutte de genre. Donc, la question, c'était quelle est la lutte la plus importante pour la gauche, selon vous? Non, la lutte plus importante, c'est la réduction de toute inégalité. Alors, je soupçonne, Fabien, que ces débats qui commencent à prendre ici au Brésil et aussi en France, parfois, tu sais, j'ai l'impression que c'est presque une stratégie de la droite, voire l'extrême droite, pour essayer de figer la gauche et les programmes des gauches sur ces questions-là. Et ici au Brésil, on parle, je pense qu'en France aussi, mais on parle souvent d'identitarisme. Hein. Donc, il me semble qu'il y a quand même une volonté de figer les partis des gauches et les personnes les personnalités des gauches et les politiques des gauches à ces questions et le réduire à ces problèmes, ce qui est complètement faux. Non? Et évidemment qu'il est minorités comprises comme ça, les minorités sexuelles, les minorités des genres, les minorités des races, etc. Bien sûr qu'elles doivent être incluses, mais j'ai l'impression que ça va de soi. Tu vois? C'est pour ça que je pense que les débats à ce propos doivent être vus et surtout lus avec beaucoup d'attention, parce que parfois j'ai l'impression qu'il est glissé un discours sous-jacent qui vise à miner les bases même de ce que devrait être une politique sociale plus égalitaire, plus juste et plus visant à diminuer au moins les inégalités, les gouffres sociales. Ici, on parle beaucoup des gouffres sociaux qui existent. D'accord.
Merci. Question numéro 5, donc l'avant-dernière question. Le Brésil se caractérise par une forte pratique pardon, du catholicisme, qui est accompagnée d'un discours moral sur la religion et sur la famille, de façon générale. Peut-on concevoir un conservatisme de gauche au Brésil, capable de concilier valeurs morales traditionnelles et en même temps lutte contre l'injustice sociale? Ou dans le cas contraire, le conservatisme est-il nécessairement une attitude de droite au Brésil? Moi, je dirais que le conservatisme pris comme ça, c'est surtout, je dirais même, je prendrais les mots de la question, nécessairement en attitude de droite. Hein. Même si l'Église catholique historiquement au Brésil a eu un rôle très important dans les années 60-70 contre la dictature. Hein. Il y a une branche de l'Église catholique qui a été très, très active et très importante pour l'organisation sociale contre la dictature que s'est instaurée après les coups d'État de 1964. Mais ces conservatismes, ces discours moralisants, hein, fondés sur la religion, la famille et la propriété, c'était la devise des grands conservateurs, surtout à cette époque. Mais ça revient aujourd'hui, hein, c'est bizarrement, ou peut-être pas tant que ça, mais bizarrement, à mon avis, ça revient aujourd'hui, ces discours très très morale et moralisante, c'est nécessairement des droites. Du côté de la gauche, il y a évidemment des cas, hein, par exemple, des attitudes qu'on pourrait identifier à la droite, par exemple le machisme. Il y a évidemment la gauche, et je ne pense pas que ce soit un privilège du Brésil, mais la gauche est très atteinte par les machismes, l'exclusion des femmes, les sexismes, l'homophobie même. Hein. Mais ce n'est pas ancré sur le programme, je dirais. C'est plutôt un reflet social dans l'organisation politique. Mais tandis que ces discours moraux, ça rentre même dans l'idéologie des partis et du discours de droite. Au Brésil, au moins, je vois comme ça. D'accord. Pour préciser un peu la question, vous avez fait référence à la lutte de l'Église, de l'institution catholique au Brésil contre la dictature. Donc évidemment, je pense par exemple à un personnage connu de l'époque qu'on appelait le Père Rouge, dont j'ai oublié le nom, et qui luttait vraiment auprès des pauvres et des victimes en fait, de la dictature, de la junte militaire. Et j'ai oublié son nom. Est-ce que vous pouvez rappeler son nom, le Père Rouge? C'est João-Paulo Evaristo Arns, je crois. D'accord. Donc on l'a surnommé le Père Rouge parce qu'il était considéré comme avec un discours très social, contre l'injustice sociale. Exactement. Et donc, je précise ma question, c'est qu'on parle souvent d'une théologie de la libération au Brésil, qu'on appelle théologie de la libertação, qui avait un discours très social justement et basé sur la défense des pauvres du peuple brésilien. Bon. Voilà. Donc c'est un discours qui est très de gauche. Et en même temps, un discours qui est religieux, allié à la pratique catholique. Bon. Voilà. D'où l'idée de pouvoir concilier le catholicisme et la gauche. Mais vous avez précisé, c'est important, qu'apparemment, au Brésil, dans le contexte brésilien, on associe toujours, du moins dans le spectre politique, les trois valeurs de la famille, de la religion et de la propriété privée, qui est forcément une valeur qui est opposée plus ou moins à la tradition de gauche. Donc c'est la raison pour laquelle on n'associe pas la gauche à la religion au Brésil. C'est la question de la propriété privée, donc, selon vous. Exactement, ouais. Je pense qu'il y a une branche de l'Église, bon, tu as très bien souligné là, toute cette et qui continue, hein, par exemple, actuellement,
ce qu'on appelle ici la CNBB, la Confédération des archevêques du Brésil. En brésilien, c'est la Confédération des bispos du Brésil. C'est une force importante contre cette montée de l'extrême droite qu'on voit au Brésil actuellement. Donc c'est l'institution de l'Église catholique. Mais par contre, un autre branche religieux, qui sont les églises pentecôtistes ou néo-pentecôtistes, ça, ils adhèrent d'une façon presque naturelle à tous les discours. Mais ça, là aussi, c'est une adhésion majoritaire parce qu'il y a des remarquables exceptions dans les églises et dans les dénominations, comme on appelle, du pentecôtisme. Peut-être pas tant que ça dans les néo-pentecôtistes, mais dans les églises pentecôtistes au Brésil. Mais en gros, ils adhèrent plus facilement que l'Église catholique à cette montée de l'extrême droite. Oui, alors pour les Français, donc, je précise que on a assisté au Brésil à une montée très forte de la branche protestante du christianisme au Brésil depuis les années 2000, plus ou moins, non, avec la télévision, les téléévangélistes, plus ou moins. Oui, et ça a beaucoup joué dans la formation de l'opinion publique et dans la victoire de l'actuel président Bolsonaro en 2018. Et donc, les pentecôtistes, ce sont des protestants, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, c'est la branche protestante qui est plus conservatrice que la branche catholique. Oui, exactement, plus conservatrice. Mais là aussi, tu vois, je pense qu'il y a peut-être un sociologue pourrait expliquer ça beaucoup mieux que moi, parce que d'où ça vient ce conservatisme? C'est parce que comme il y a une absence de l'État, surtout dans les périphéries du Brésil, qui répond aux besoins quotidiens et immédiats de ces populations, ce sont les églises. Ils vont dans ces populations plus défavorisées, ils font ce que l'État ne fait pas. Donc, tu vois, même là, il y a un côté d'une action sociale qui est mobilisée politiquement d'une façon très dangereuse. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très compliqué cette question, parce qu'ils sont conservateurs, mais ils sont conservateurs malgré eux presque. Ils ont pas, ils suivent ce qu'il dit leurs pasteurs, j'appelle les pasteurs dans ces églises, parce qu'ils suivent, parce que c'est eux qui font ce qu'ils ont besoin, qui sont là pour survenir à ce que, je pense que survenir, ça ne se dit pas, mais pour survenir aux besoins, oui. Aux besoins plus immédiats de ces gens-là. Donc, voilà quoi. Oui, la question a évidemment été beaucoup moins nuancée que la réalité du Brésil, évidemment. Exactement. Et la question finale, donc. Alors, Fabio, comment envisagez-vous les élections présidentielles brésiliennes qui auront lieu en octobre 2022? Tu sais, Fabien, en 2018, j'ai dit ça en rigolant avec mes amis quand on se rencontre, les copains, quand on discute. J'ai dit, je vais arrêter de faire des prévisions parce que je disais que Bolsonaro n'allait pas être élu. J'y croyais pas. Donc, je me suis dit, maintenant je vais me taire parce que j'ai trouvé l'élection de Bolsonaro quelque chose de complètement absurde. Et j'ai vu mon erreur après, c'était pas si absurde que ça. Les personnages, c'est complètement caricatural, pour être gentil, mais l'élection de ces programmes et de ces gouvernements n'était pas quelque chose de si absurde que ça, si on regarde avec un petit peu de recul, au moins avec les reculs qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais étant donné, puisque la question est posée, étant donné la situation politique actuelle, il est
en essayant d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire en regardant les sondages, etc., je pense qu'il y a une forte chance. Et surtout les articulations politiques, il est très doué pour faire ce genre de jeux, hein, les jeux politiques, oui, voilà, de la politique politicienne, si je peux dire comme ça. Je pense qu'il y a une forte chance que l'ex-président Lula soit élu en 2022. Mais j'ai dit ça avec une petite... un petit, comment, sans, je ne parierai pas toutes mes fiches sur ce résultat-là, parce que tout comme j'ai été surpris par l'élection en 2016 de Trump aux États-Unis, puis en 2018 de Bolsonaro, je pense qu'il y a une chance, une petite chance de qu'il soit réélu. Il est au gouvernement maintenant, donc il a les moyens de faire et ce qu'il est en train de faire depuis le début, ce qu'il a toujours fait, hein, d'utiliser comme on dit, la machine de l'État pour jouer à sa faveur. Mais je pense que cette année, en tout cas, va être très tendue parce que Lula monte, en connaissant depuis 4 ans les modus operandi, c'est comme ça qu'on dit, hein, du gouvernement Bolsonaro. Je pense qu'il peut faire quelque chose comme les Trumpistes ont essayé de faire aux États-Unis. Et ici au Brésil, les problèmes, c'est que le Brésil, ce n'est pas les États-Unis. Donc l'armée est du côté du Bolsonaro. Donc j'ai, pour te dire, je ne fais pas très confiance à l'état actuel des institutions brésiliennes. Hein. Je pense qu'elles sont très affaiblies, elles ont marge de manœuvre. Il y a des gens dedans qui n'aident pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de très costaud, les institutions brésiliennes. Ici, Bolsonaro fait ce qu'il a déjà montré qu'il est capable de faire. Je pense qu'on peut avoir un scénario très, très compliqué d'ici à la fin de l'année. Donc, je fais confiance à l'élection de Lula et je pense que c'est la meilleure chose qui pourra nous arriver, même si ça ne va pas nous soulager de tous ces dégâts qu'on a subis depuis l'élection de Bolsonaro. Mais depuis bien avant, depuis au moins 2015, les choses sont en train de dégénérer ici, mais l'élection de Bolsonaro a aggravé beaucoup les choses. Et ça peut dégénérer encore plus si jamais Bolsonaro n'est pas élu. Il décide de mettre ses forces obscures pour employer une image un peu adolescente à sa faveur et pour essayer de rester au pouvoir à coûte que coûte. Bon. Oui. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas évidemment l'histoire récente du Brésil que il y a eu donc de grosses manifestations populaires dans les rues après une augmentation des prix des transports en 2013, avant la réélection de Dilma Rousseff, que tout ça a émané jusqu'à la destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016, si je me rappelle bien, 16 par le Parlement, donc la chambre basse du Brésil, oui. Et que cela a mené ténère, donc un centriste à la présidence du Brésil intérimaire, et qui a complètement détruit la réputation du centre brésilien parce que les politiques d'austérité ont très mal été vécues par la population brésilienne qui voulait une amélioration des conditions sociales. Et c'est le contraire qui est arrivé avec les manifestations populaires des Paulistas, comme on les appelle ici, c'est-à-dire les habitants de São Paulo en général qui étaient très anti-pétistes, entre guillemets, et qui ont associé à la gauche un mot d'ordre, la corruption. Donc, le gouvernement actuel associe complètement la gauche et la corruption, et c'est un mot d'ordre simpliste, mais qui est très efficace dans l'opinion publique. C'est très efficace. C'est ce qui, en grande partie, a expliqué la victoire de Bolsonaro, c'est que face à un centre complètement laminé
ou détruit avant les élections de 2018, qui a récolté 5% ou 6% de l'électorat, je crois, au premier tour, le centre, qui a récolté 6%, ce qui est ridicule. Il ne restait en face de lui que deux personnages, Haddad, qui était donc le candidat du PT, le parti de Lula, et puis Bolsonaro, qui était là quasiment par défaut, on peut dire. Ouais. Donc, on peut dire que c'est un président qui était élu par défaut et aussi qui représentait la vague conservatrice qui a monté au Brésil depuis 20 ans avec les évangélistes, comme on l'a dit avant. Donc aujourd'hui, on a... pardon, Fabio. Non, vas-y. Non, on vous écoute. Non, je trouve très, très précis ces cadres que tu as présentés. Je ne serais juste pas d'accord, Fabien, avec ce que tu dis que Bolsonaro a été élu par défaut. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'était prévu. Il y a des... regarde, il y a une des questions là que tu as demandé scientifique, mais il y a un ethnologue brésilien qui fait un travail très intéressant sur les militaires. Et je pense que les militaires sont là depuis le début, en train d'articuler justement l'élection de quelqu'un comme Bolsonaro. Je pense que ça, il faut faire très attention au rôle. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui font un travail très intéressant, dont une brésilianiste française, Maud Chirio, qui a écrit Maud Chirio. Chirio, d'accord. Chirio. C-H-I-R-I-O, d'accord. Oui, exactement. Qui a écrit, qui a fait une thèse sur les militaires au Brésil et sur l'action des militaires dans la politique qui a toujours existé. Ça, c'est une singularité aussi qu'il faut tenir compte quand on regarde ces questions. Donc, je pense que l'élection de Bolsonaro a été très bien conduite, a été très bien menée, par ces articulations entre des militaires et certains secteurs des entrepreneurs. Et donc, c'était lui depuis le début. Et presque quand toute la gauche et tous les hommes politiques et même une bonne partie des analystes politiques ne croyaient pas à cette montée de Bolsonaro, ils savaient déjà que ça allait arriver. Donc, ils savaient aussi que la dispute finale, si je peux dire comme ça, allait être entre les PT, quelle que soit la personne que représenterait les PT, et Bolsonaro. Il avait une forte chance. Il y a un autre élément là-dedans, ce sont les médias. Les médias ont joué un rôle fondamental pour la destruction et de l'image du PT, du Parti des travailleurs, et de l'image de Lula surtout. Donc, ça a fait un dégât énorme. Et donc, ces trois éléments, l'armée, les médias et certains secteurs des entrepreneurs au Brésil, des industriels et tout ça, se sont mis ensemble pour justement mener quelqu'un comme Bolsonaro au pouvoir. Et je dis ça juste pour faire cette petite remarque à ta présentation, que je trouve très juste, elle n'était pas élue par défaut. C'était lui. Il a été très bien choisi pour être là et pour faire ce qu'il fait. Oui, d'ailleurs, je rappelle que la dernière fois que les militaires sont arrivés au pouvoir au Brésil, officiellement, c'est-à-dire avec la junte de 1964, sont arrivés une semaine après la proposition du président de l'époque du Brésil, qui s'appelait Goulart, qui avait fait une proposition officielle de réforme agraire. Et donc, on sait qu'en général, quand les présidents font une proposition de réforme agraire, on sait qu'en général, ça se termine mal, et en particulier en Amérique du Sud. Justement. Donc,
Mais ça, ça D'où devient. la peur au Brésil du retour des militaires au pouvoir, qui est toujours plus ou moins sous cloche. Oui, exactement. Bah, et les militaires, historiquement, ont toujours été inscrits dans le pouvoir depuis le 19e siècle. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui fait Endémique. partie de notre formation politique, pour te dire. Ouais. C'est des choses contre lesquelles on va avoir du mal, de laquelle on va avoir du mal à se débarrasser. Ouais. C'est On n'a militaire. pas le temps, malheureusement, de rentrer dans les détails de l'histoire du Oui, Brésil, qui est vraiment fascinant et effrayant en même temps, en partie. Mais bon. Donc, il y aurait apparemment pour 2022 un ticket possible avec Lula et comme vice-président, parce qu'il faut préciser aussi pour les spectateurs qu'au Brésil, il y a toujours un vice-président qui doit suivre le président, comme aux États-Unis, voilà. qui serait Gérald Alckmin. Oui. Alckmin, qui est donc un centriste. Un centriste qui a été le fondateur du parti qui a articulé les coups contre Dilma en 2016. Comment s'appelle le parti de Alckmin? Les PSDB, les partis de la PSDB, voilà. social-démocratie brésilienne. Voilà. C'est un des cadres originaires de ce parti. Oui. C'est un des fondateurs du parti. Hein, et il a été dans les centres de l'articulation pour les coups qui a qui a abouti au impeachment de Dilma. Il a intégré, qui a fait partie du gouvernement de Temer, de la catastrophe qu'a été les gouvernements de Temer. Tous les grands membres du PSDB étaient là. Et néanmoins, ben voilà, c'est Alckmin, c'est la personnalité. Là, je pense qu'il y a beaucoup de la personnalité parce qu'il représente tout ça, qui sort de ces partis-là. Il va s'y filier, on ne sait pas encore à quel parti. Hein, ce serait un parti de centre-gauche dans la classification qu'on a fait au début, pour justement pouvoir être les vice-présidents de Lula. Ce n'est pas encore fixé, mais apparemment, c'est ce qui va arriver. Mais, tu vois. Donc, celui qui est la tête de Dilma Rousseff pourrait être le bras droit de Lula cette année. C'est pour dire à quel point le Brésil était un jeu d'échecs. Voilà, déjà, tu vois. Bah, déjà, Temer était vice de Dilma et qui a aussi articulé les coups contre elle. Donc, ça commence. Et pour revenir rapidement en 2018, sur 2018, il y avait deux candidats pour la gauche, du moins ancrés à la gauche brésilienne, qui étaient donc Haddad du PT et Ciro Gomes du PDT. Ciro Gomes, qui est un chercheur économiste reconnu au Brésil, compétent, et que beaucoup ont considéré comme celui qui aurait pu vaincre Bolsonaro en 2018, plus que Haddad n'aurait été capable de le faire. Donc il y a toujours des guerres entre des rivalités pour le jeu d'échecs, à savoir quelle sera la pièce la plus puissante contre l'adversaire. Ouais. Ouais, le problème, c'est ça, parce que moi, je prends pas ces discours parce que pour avoir vaincu Bolsonaro au deuxième tour, il aurait déjà fallu passer au deuxième tour, c'est-à-dire être au deuxième tour. Il n'a pas été capable de l'être. Il a été en troisième place avec 11% de voix. Tu vois, donc c'est très, je pense que c'est très trompeur de présenter les choses comme ça. C'est quelqu'un important, c'est un parti important. Hein, je ne veux pas nier ça. Mais le PDT, oui, c'est une personnalité importante, mais qui, à mon avis, a déjà coulé politiquement. Je pense que sa carrière politique est déjà à peu près finie. Hein, ce qui est dommage, je trouve dommage, mais bon. Et pour parler justement d'une dernière figure politique actuelle au Brésil, pour les gens qui ne connaissent pas bien le pays, il y a un candidat potentiel encore, on ne sait pas exactement qui va se présenter, mais pour le camp affilié à la droite plus ou moins, qui pourrait briguer le poste de Bolsonaro, c'est Sergio Moro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sergio Moro, c'était le fils du créateur du PSDB dans une ville qui s'appelle Maringá, qui est dans l'état du Paraná au Brésil, dont le père a été créateur du PSDB local de cette ville, et qui est devenu le symbole du juge anticorruption incorruptible
contre le gouvernement de Dilma Rousseff. Il est devenu l'incarnation de la lutte contre la corruption, identifiée à la gauche, ce qui évidemment a été catastrophique pour l'image de la gauche dans la population, l'opinion publique au Brésil. Donc Sergio Moro serait peut-être un des candidats, des adversaires les plus sérieux peut-être de la gauche pour les élections 2022. Et qui s'est révélé après une des personnes les plus corrompues. C'est un juge, c'est un juge corrupte. Qui est devenu ministre de la Justice, c'est bien ça, dans le gouvernement Bolsonaro, et qui a quitté le gouvernement ensuite pour devenir un rival de Bolsonaro. Voilà. Bon. Donc, on a répondu à toutes les questions déjà ici. Un grand merci, Fabio. C'est moi qui te remercie. J'espère que j'ai été suffisamment clair sur des questions pas toujours évidentes. Mais bon. C'est l'objectif, c'est de voir exactement quelles sont les intuitions. Oui, quelles sont les intuitions que les intervenants défendent à travers les mots gauche-droite. Mais en tout cas, c'était fait sur la question du Brésil, qui est intéressante parce que très peu de personnes connaissent vraiment la vie du Brésil en France, et avec un français vraiment de très bonne qualité. Vraiment un grand merci pour cet entretien. J'aimerais parler portugais comme vous parlez français. Non, t'es gentil, merci. Merci, c'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Partagé, très partagé. Merci à tous. Donc, en attendant le troisième entretien, c'était donc le deuxième entretien avec Fabio Ferreira de Almeida. Et on peut dire donc à te breve. À bientôt, Fabio. Ciao.